Quelle année nous venons de vivre! Une année marquante, riche en événements et en renouveau, mais aussi pleine de turbulences. Riche en événements car nous avons fêté les 100 ans de notre fédération le 21 juin dernier, où nous avons ouvert les portes de la fédération de la chasse à tous pour expliquer la richesse des missions et l'expertise qui est la nôtre au profit de la nature et de l'organisation de la chasse dans l'Oise. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les associations de chasse spécialisées, nos partenaires naturels, afin d'offrir une vision globale de tous les modes de chasse et des spécificités de notre département. Cette journée ensoleillée s'est conclue par un magnifique banquet offrant un beau moment de convivialité comme nous le vivons tous sur le territoire pour conclure nos belles journées de chasse. Nous avons enchaîné avec l'organisation de nos traditionnelles fêtes de la ruralité à Compiègne, qui cette année a battu le record de fréquentation avec plus de 42 000 visiteurs, et selon la police, pas selon les organisateurs, offrant une visibilité inédite en Hauts-de-France sur la chasse et la ruralité qui lui tiennent tant à cœur. C'est pour l'aspect festif, mais ce ne fut qu'une parenthèse, au regard des combats et des dossiers que nous allons porter cette année. Tout d'abord, nous avons dépendu le dossier des ésodes du groupe 2 auprès de la DDT pour maintenir les espèces que nous avons déjà. Et ce n'est pas une mince affaire, tant nous devons motiver chaque demande en fournissant des données complètes et fiables. À ce titre, je ne peux que regretter l'absence de retour de dégâts de la part du monde agricole, ce qui nous handicape pour le blaireau, mais il est vrai, et je le fais avec beaucoup d'humour, que ces dégâts ne sont pas indemnisés. Ceci explique peut-être cela. L'arbitrage de la liste des ésodes est fait par le ministère. Et vous voyez déjà les attaques insidieuses arriver en force. La dernière en date vient d'une étude du Muséum qui nous explique que l'effort de destruction ne sert à rien, car les dégâts reviennent l'année suivante, et que le coût de notre action assurée par les seuls chasseurs eux-mêmes, de manière bénévole, est évalué à 130 millions d'euros. Et personne ne s'interroge si justement l'absence de régulation ne ferait pas envoler les coûts de dégâts générés par ces espèces. La charge de la preuve est une notion que le ministère utilise fort bien à notre encontre. Évaluer le coût de notre action est une bonne chose si on y regarde bien, car nous pourrons la refacturer pour services rendus à la nation et à la biodiversité en particulier. Monsieur le préfet, préparez votre carnet de chèques, ça va être assez musclé. On accepte les chèques sans provision. Évaluer le coût de notre action, Vous avez tous constaté la mise en place de la gestion adaptative de 9 espèces de sauvagines, de la caille des blés, du quota de prélèvement pour le filicule milunin et la tourterelle des bois avec son corollaire, un PMA, et l'enregistrement des prélèvements sur l'application Chasse-Adapt. Cette procédure permet de contrer le diktat de l'Europe qui veut nous imposer la fermeture du gibier migrateur. Grâce à cette application, nous remontons des données importantes qui renforcent notre rôle et le travail scientifique de nos équipes. Même si cela vous paraît contraignant, c'est par cette voie que nous gagnerons le maintien de la chasse au gibier d'eau. D'ailleurs, un des premiers engagements de cette saison concerne le Milouin. Notre département a enregistré le plus gros prélèvement national avec 659 oiseaux. Notre combat est de tous les instants. Mais comment tolérer les manifestations illégales lors de l'anniversaire des 90 ans du musée de la Vénerie à Senlis en juin dernier par AVA, ou passer sous silence toutes les attaques, là aussi contre la Vénerie, relayées par les médias dans la tristement affaire Pilarski,
dont l'épilogue vient de blanchir totalement l'équipage et ses chiens. Nous attaquerons devant les tribunaux à chaque fois que la chasse sera malmenée, quel que soit le mode de chasse. La chasse est légale, ancestrale, et nous ne laisserons rien passer de ces attaques. Si un pan du mur tombe, c'est toute la maison de chasse qui s'écroule. Il ne faut pas baisser la garde en prêtant le flanc à la critique, et un des sujets les plus sensibles pour les médias est la sécurité à la chasse. Sur ce point, je ne peux que vous féliciter, car nous n'avons jamais enregistré des résultats aussi bons que cette année, sur le plan national, et particulièrement dans l'Oise, où nous n'enregistrons aucun accident grave, mortel, ou même d'incident majeur. Tendre vers le zéro accidentel était un objectif majeur et affiché. Il est maintenant atteint, mais nous ne relâcherons pas nos efforts. Il faut le maintenir dans le temps. Permettez-moi de vous faire part d'une affaire qui m'a touché particulièrement et qui vous concerne aussi par ricochet. Certains s'en souviennent peut-être, mais le 31 janvier 2024, le Parisien titrait dans la rubrique Justice, sur un bon quart de page, le président des chasseurs placé en garde à vue, illustré d'une photo de moi que je ne connaissais pas, où j'ai l'air accablé. Cet article faisait suite à celui de La Voix du Nord, où c'était mon ami Jean-Michel Tacoun, vice-président de la Fédération du Pas-de-Calais, co-accusé avec moi, qui était à l'honneur. De quel crime n'étions-nous accusés? Car pour être mis en garde à vue pendant 8 heures à la brigade financière de Lille et de risquer, selon l'article du Parisien, 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, cela devait être gravissime. De fait, nous étions accusés par la présidente du groupe socialiste, communiste et écologiste du Conseil régional des Hauts-de-France de prise illégale d'intérêt pour avoir porté des délibérations qui accordaient des subventions à l'opération Hauts-de-France propre, la fête de la ruralité, et la CPO pour la Fédération régionale des chasseurs. Par ces attaques odieuses, notre opposante politique a essayé d'instrumentaliser la justice pour nous nuire politiquement. Il est vrai que ces différentes publications sur les réseaux ne laissaient aucun doute sur son hostilité très forte envers la chasse et les chasseurs. Or, il se trouve qu'avec nos camarades, nous offrons constamment, pour mettre en avant le rôle primordial et unique que joue le monde de la chasse dans la défense de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité ordinaire. Toutes les délibérations attaquées par notre opposante politique correspondaient à des missions de service public, telles que définies par l'article L551.5 du Code de l'environnement, ce que ipso facto aurait dû l'empêcher de nous assigner en justice, d'autant plus que cela a été confirmé par la loi 3DS du 21 novembre 2022, renforcée par le statut de l'élu local du 22 décembre 2025. Peu importe, elle savait pertinemment ce qu'elle faisait. Pour nos opposants qui ont fait un hold-up sur l'écologie, il aurait été insupportable que l'on fasse la démonstration que la véritable défense de l'écologie et des territoires, c'est nous qui en sommes les acteurs et pas eux. Et je comprends que cela les énerve, car nos actions pragmatiques de terrain mettent fin à une imposture qui faisait croire que seule l'écologie politique était pertinente en matière d'environnement. Nos actions prouvaient d'une manière éclatante et sans appel que nous, les chasseurs, nous sommes de véritables écologistes, car au dogmatisme des Khmers verts, nous opposons et pratiquons une écologie de bon sens et d'usage où l'homme reste l'acteur principal avec une totale liberté d'agir sans être contraint par une réglementation sclérosante. Le 5 mars 2026, nous avons été jugés par le tribunal correctionnel de Lille pendant 5 heures, où la procureure, dans son réquisitoire,
niant les missions de service public des fédérations de chasse, a demandé que soit prononcée à notre égard une amende de 50 000 €, dont 30 000 € avec sursis, et 2 ans d'inéligibilité. Le lendemain, rebelote, enchaînant derrière la voie du mort, le courrier Picard titrait « Des chasseurs devant la justice pour prise illégale d'intérêt », suivi de Oisebdo, conseiller régional et patron des chasseurs, Guerre les deux fauves, et au tribunal pour prise illégale d'intérêt, avec bien sûr une grande photo de moi. Enfin, le 19 mars, le tribunal a rendu son verdict en prononçant une relaxe totale des faits qui nous étions accusés. Les juges, dans leur grande sagesse, ont reconnu que ces délibérations concernaient bien des missions de service public et que les fonds de ces subventions n'avaient bien servi qu'à cela et à rien d'autre, et qui convenait donc de prononcer la relaxe totale des faits qui nous étaient volontairement et injustement reprochés par nos opposants anti-chasse. Je tire de cette lamentable affaire 2 conclusions. La première, c'est que j'en ai été vraiment meurtri, car pendant 2 ans, vu les titres des journaux, certains d'entre vous ont pu légitimement douter de mon intégrité morale. Vous savez, le vieux dicton, il n'y a pas de fumée sans feu. La deuxième, c'est que, comme dit une autre dicton, tout ce qui ne vous tue pas vous renforce. Ils ont voulu me tuer politiquement, c'est raté. Et au contraire, ils ont renforcé comme jamais ma volonté d'affirmer avec encore plus de force ce que la chasse apporte à la société à travers ses missions de service public très nombreuses, puisqu'elle va jusqu'à la veille sanitaire et la lutte contre les zoonoses. Plus que jamais, dans les Hauts-de-France, pendant les 2 ans qu'il me reste de mes 2 mandats fédéral et régional, non seulement je ferai tout pour remettre à sa place légitime qu'elle mérite la chasse dans la défense de l'environnement, mais aussi je rendrai coup pour coup à ceux qui veulent l'unir, et même je devancerai les coups s'il le faut. Je pense que vous ne tarderez pas à vous en apercevoir, car je ne laisserai jamais salir ce que nous représentons derrière nous. Derrière nous, il y a une histoire, il y a une culture, il y a une France debout, et nous sommes fiers de ce que nous sommes. L'année 2026 verra la reprise de leur opération Chasseurs Vigilants, qui a été reprise dans de nombreux départements en France, avec le renouvellement de la convention avec la Fédération des gendarmes, de la gendarmerie et la préfecture de l'Oise. Il ne manque plus que votre signature, monsieur le préfet. Donc on compte sur vous et nous pourrons relancer ainsi cette opération. Nous sommes aussi en cours d'une rédaction d'une charte avec la DDT et la Chambre d'agriculture, mon cher Luc, pour adopter la procédure des dégâts et dans un contexte local. Mais le mal, malheureusement, est bien plus profond. Aujourd'hui, dans notre département, une situation absurde s'installe. Les dégâts de grand gibier explosent et les indemnités suivent. Et ce sont les chasseurs qui paient. Ce système est devenu injuste, il doit évoluer. En effet, ce système pensé et créé en 1968 est totalement obsolète et à bout de souffle. Et s'il n'est pas réformé d'urgence, il portera de graves préjudices aux fédérations et par ricochet au monde agricole. Il y a 30 ans, on tuait 1000 sangliers exactement en 939, en 1990. Aujourd'hui, nous en avons prélevé plus de 14 000 et plus de 16 000 si l'on compte ceux non déclarés malheureusement et ceux des missions des services des lieutenants de louveterie. C'est pourquoi il est difficile d'entendre les propos de monsieur le préfet qui est derrière moi, qui explique au courrier Picard le 16 février dernier « La Fédération des chasseurs de l'Oise ne fait pas suffisamment son boulot », alors que nous avons prélevé plus de 4000 sangliers en plus, soit une augmentation de 25% du tableau de chasse par rapport à l'année dernière. D'autre part, je pense personnellement que l'on est arrivé au bout de ce qu'on peut demander aux chasseurs qui jouent le jeu.
Même s'il reste une marge de progression importante chez les chasseurs qui ne jouent pas le jeu et qui n'ont pas compris l'absolue nécessité de faire baisser les populations et qui gèrent plus des actionnaires que leur territoire en bons pères de famille. L'effet pervers de la hausse des coûts des dégâts entraîne ipso facto la hausse du coût de la chasse et de son accessibilité pour certains sur le plan financier, mettant gravement en danger le principe fondateur de la chasse française qui est et qui doit rester une chasse populaire. En effet, depuis 1968, beaucoup de choses ont changé. Une explosion des populations, et pas seulement en France, mais dans le monde entier, due en partie au réchauffement climatique sans hiver rigoureux, excusez-moi, et donc sans perte hivernale. De plus à cela, s'ajoute une très forte fécondité des laits qui peuvent faire jusqu'à 2 portées par an. La première portée née en début d'année se reproduira en début d'automne puisqu'un marcassin prend environ 3 à 5 kilos par mois et peut se reproduire à 30 kilos. Pour compléter la bonne compréhension de cette problématique, il faut savoir que les techniques agricoles ont complètement évolué, favorisant ainsi l'accueil des grandes faunes en plaine. Grâce aux cipans, biscanthus, métallisation et autres, les sangliers occupent les colzas dès l'apparition du printemps, puis vont dans les cultures de maïs, après la récolte des colzas, puis dans les moutardes, après celle des maïs. Il reste ainsi plus de 6 mois en plaine. Le corollaire de cette situation, c'est que les plans de chasse et de gestion en forêt sont difficiles à réaliser avant décembre. C'est ainsi que nous avons maintenant, après avoir eu des chevreuils de plaine, nous avons maintenant des sangliers de plaine. De plus, cette loi d'indemnisation porte en elle un défaut majeur. C'est qu'elle est applicable sans nuance à l'ensemble du territoire national. Et c'est là où ça devient complètement absurde. Qu'y a-t-il de commun entre nos grandes plaines céréalières du Valois et celles de la Lozère? La Lozère, de la population des chasseurs, représente 8% de la population totale du département, alors que dans l'Oise, nous représentons 1,5% seulement, avec le double d'effectifs et l'intégration sociale du rôle de la chasse, du chasseur, qui est alors en jeu avec des difficultés d'action sur certains territoires. Qu'y a-t-il de commun entre l'agriculture de montagne et la nôtre? Ce ne sont ni les mêmes problématiques, ni les mêmes biotopes, ni les mêmes agriculteurs. Certains ont encore des paysans chasseurs, les nôtres, ce sont des chefs d'entreprise de moins en moins chasseurs. La preuve, il y avait 25 ans, 42% de nos effectifs étaient composés d'agriculteurs, ils sont maintenant seulement que 6%. Un exemple très parlant, pour vous démontrer que ce système n'est pas adapté à notre département. Nous payons 150 € d'indemnité par exploitation. Par exploitation. En clair, nous avons des demandes d'indemnisation par parcelle de 30 €, même de 9,50 €, qui au cumul arrivent très vite à 150 €. À cela, vous ajoutez 2 fois 115 € de frais d'indemnisation pour une expertise provisoire et une définitive, et 60 € de frais de traitement administratif. Pour payer 150 € d'indemnité, ça nous coûte 440 €. La solidarité, oui, l'absurdité, non. Et que dire des zones dangereuses où on ne peut pas intervenir pour des problèmes de sécurité, habitation, routes et autres, où même les propriétaires agriculteurs refusent de chasser pour les mêmes raisons. Pas de chasse possible, mais la facture, c'est pour nous. La responsabilité ne peut pas être déconnectée de la capacité d'agir. En effet, l'indemnisation n'est pas une assurance touriste. Pour cela, chers amis, vous avez Groupama. Je ne voudrais pas être trop long sur ce sujet, mais si vous ajoutez les zones de non-chasse, délaissées d'autoroute, canal Seine-Nord, enclave TGV et autres, soit à peu près 35% du territoire de l'Oise est non chassable, mais générateur de grands dégâts que nous devons payer. Nous disons stop. On indemnise des dégâts qu'on nous empêche d'éviter.
Et d'autre part, ceux qui refusent la régulation ne peuvent exiger l'indemnisation. On indemnise un risque, pas une passivité. Pour conclure sur ce sujet, je voudrais dire à nos amis agriculteurs qu'ils ne sont pas nos adversaires. On partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes combats contre les noms, contre les Khmers verts, c'est le même combat que nous avons. Mais que je leur demande de nous aider à faire évoluer ce système devenu obsolète, injuste et dangereux, et qu'ils commettent une erreur en essayant d'en tirer un maximum comme ils le font actuellement, car cela va nous conduire tout droit dans le mur. Notre dernier message est pour nos parlementaires. Il est urgent que vous en parliez de cette problématique cruciale. La question de la responsabilité, c'est pourquoi nous nous demandons de porter cette réforme qui pourrait évoluer sur plusieurs points, à savoir l'évolution de l'abattement prévu pour les risques inhérents à la profession agricole qui cultive dans la nature où il y a des animaux et non dans un bureau. Et elle n'a cessé de diminuer alors que les dégâts ont augmenté. Cherchez l'erreur. D'abord de 5%, puis 3%, elle est maintenant de 2% et ne correspond plus à la réalité de terrain. Tout le monde sait que dans chaque contrat d'assurance, il existe une franchise. Et le système actuel, dont les cotisations reposent uniquement sur les chasseurs, doit être assimilé à un comportement, à une franchise de 10% minimum pour tous les dégâts. Exclure du champ de l'indemnisation due par les chasseurs les dégâts dans les zones où il est impossible d'agir pour des problèmes de sécurité, route, urbanisation et autres. La responsabilité ne peut être déconnectée de la capacité d'agir. Refuser d'indemniser les dégâts provenant des zones de non-chasse, en particulier les arrêtés d'interdiction pris par certaines communes, comme Morfontaine entre autres. C'est à l'État d'agir pour prendre en charge les conséquences financières de ces interdictions que l'on subit et qui nous pénalisent sans possibilité d'action. On peut ajouter le principe que ceux qui refusent la régulation ne peuvent pas exiger l'indemnisation. Obligation pour toute personne cultivant un point noir sur la liste de l'arrêté préfectoral de prendre un plan de chasse avec un minimum l'attribution d'un bracelet de telle manière que le territoire puisse être chassé. Revoir les cultures éligibles au système d'indemnisation pour exclure l'agro-industrie, comme les champs de méthanisation, où on fait financer du gaz et non des denrées alimentaires. Voici les bases d'un nouveau système à construire ensemble, très rapidement, avec nos partenaires, et nous formulons un grand espoir pour que vous saisissiez de cette problématique. Il en va de la pérennité de la chasse populaire française. Comme je l'ai indiqué en introduction, l'année a été riche en renouveau au sein du conseil d'administration, puisque Jean-Michel Brassard a pris la présidence de la commission grand gibier et dégâts de gibier. Il a remplacé Bernard Stub, qui vient de créer une commission sanitaire dont les travaux ont démarré en début d'année. Au sein de l'équipe du personnel, nous avons vu le départ de Florian Lemoine, remplacé par Geoffrey Limard, ainsi que d'Hubert Chotteau, dont le remplacement est prévu au mois de mai par l'arrivée de Jean-Pierre Coët pour coordonner l'action des estimateurs. Nous enregistrons aussi l'arrivée de Lisa Cosnefroy depuis cette semaine en qualité d'agent volant et de trompe, ce que j'ignorais, puisqu'elle fait partie des trompes de Bretigny, j'ai vu. Un renfort à la communication avec Rachel Higuenot, qui est en contrat d'apprentissage et qui a réalisé toutes les vidéos que vous verrez tout à l'heure. Le poste de technicien grand gibier est maintenant assuré par Alexis Potier, qui a mis en place le suivi de la grande faune et de la lourde tâche d'atteindre le sacro-saint équilibre sylvo-cynégétique. Mais il n'est pas seul, toute l'équipe de la fédération est mobilisée au service de la chasse et je les remercie particulièrement devant vous. Avec une mention spéciale à notre directeur de la fédération, Marc Mangan, pour sa compétence et sa pugnacité à gérer le quotidien et à faire preuve et à faire voir les problèmes à venir. Merci aussi au directeur technique Kevin Otoïc qui assure avec efficacité les actions terrain. Enfin, à mes amis administrateurs qui m'accompagnent dans cette gestion, je renouvelle mes remerciements et toute mon amitié
pour qu'il puisse m'aider à cette tâche assez lourde, et sans que rien ne pourrait se faire qu'ils en soient ici remerciés. Et je terminerai en vous demandant d'avoir une pensée pour Delphine Vidal, qui nous a quittés l'année dernière des suites d'une longue maladie. Toutes nos pensées accompagnent son mari et ses 2 enfants. Je vous remercie de votre attention.